On pourrait se poser les questions cruciales suivantes. Est-ce que c'est la fin de la France-Afrique? Que va faire la France face à la vague de coups d'État que nous voyons dans le Sahel? Et à qui profitent ces coups d'État en réalité? Est-ce que ça profite qu'aux Africains? Ou bien, quels sont les prochains pays dans lesquels il y aura des coups d'État? Parce que croyez-moi, il y en aura d'autres. C'est de tout ça que nous allons parler dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo sera totalement différente de tout ce que vous avez pu voir ou écouter ces derniers jours sur tout ce qui se passe au Niger. Parce que les amis, je veux que vous puissiez prendre du recul et que vous puissiez avoir un avis analytique, que vous puissiez avoir un peu d'intégrité intellectuelle pour cette vidéo. Parce que vous me connaissez, moi, je n'aime pas sauter sur les sujets juste pour faire du buzz. Mais je veux analyser les choses, je veux prendre du recul et pouvoir avoir une meilleure perspective afin de pouvoir vous donner le meilleur des informations ou la meilleure des informations possibles. Et c'est la même chose que je vous demande. Essayons de prendre de la hauteur, de regarder le tout avec un regard différent, un regard critique pour comprendre où est-ce que nous allons, quels sont les enjeux. Parce que c'est surtout ça. Sinon, nous allons juste rester dans du sensationnel. Nous allons nous dire, oui, il y a un coup d'État là-bas, oh, bravo, sans forcément comprendre ce qui se passe en dessous. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les dessous des cartes, les dessous des soucis, et surtout, comment nous, Africains, nous pourrons profiter au maximum de cette situation. Parce que les amis, croyez-moi, l'histoire de l'Afrique est en train de s'écrire actuellement. Et je suis tellement fier, content d'appartenir à cette génération. Nos parents ou nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents ont connu l'ère ou la génération ou le moment des indépendances dans les années 60. Des indépendances de façade, je devrais dire. C'était juste des indépendances où les colons leur disaient, bon voilà, on vous donne un peu de liberté. Principalement, vous pouvez avoir des chefs d'État, des gouvernements à la tête de vos différents pays, mais économiquement parlant, c'est nous qui dirigeons. C'est nous qui dirigeons votre monnaie, surtout dans la zone franc CFA, et c'est nous qui dirigeons un peu tout, et nous mettons à la tête de vos pays qui nous voulons. Donc, nos parents et nos grands-parents ont assisté à ça. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une autre forme de révolution, à une autre forme d'indépendance. Et je pense que nous n'allons pas assister à ce genre de choses encore. Donc, c'est vraiment très important que nous puissions comprendre ce qui se passe et que nous puissions surtout pouvoir en tirer de bonnes leçons pour la suite. Et donc, nous assistons à des indépendances économiques. Parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à un moment où les pays africains, plusieurs pays africains, comprennent qu'il faut qu'ils prennent leur indépendance économique. Et c'est de tout ça que nous allons parler dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle rapidement le contexte. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, je douterais que vous ne sachiez pas ce qui se passe. On a assisté à un coup d'État récemment au Niger. Et les informations vont tellement vite que c'est difficile de pouvoir vraiment faire des vidéos à tout va sur le sujet. Nous avons assisté à un coup d'État au Niger récemment, le 26 juillet récent. Mais c'est un coup d'État qui vient se rajouter à d'autres coups d'État. On a assisté à 2 coups d'État au Mali, un en 2020, un autre en 2021, 2 coups d'État au Burkina Faso en 2022, un coup d'État en Guinée et maintenant un coup d'État au Niger. Donc, on se pose les questions normales de savoir que fera la France face à tout ça. Vous comprenez? Est-ce que c'est la fin de la France-Afrique? À qui profite tout ça? Et surtout, quelle est la suite? Qu'est-ce qui se passera-t-il dans la suite? Pour répondre à la première question, que fera la France? Et j'ai envie de dire, enfin. Enfin, la France est face à ses responsabilités. Enfin, la France comprendra qu'elle ne pouvait pas, pendant des siècles et des siècles, diriger des gens, profiter d'eux, profiter de leurs matières premières, laisser les gens dans la pauvreté et espérer s'en sortir comme ça, sans souci. Donc, dans ce schéma dans lequel nous sommes, dans tout ce problème, il y a 3 protagonistes, 3 principaux. Le premier protagoniste, forcément, c'est la France. La France qui pensait qu'elle pouvait diriger des millions et des millions, on parle de 300 à 500 millions d'Africains quand même dans la zone francophone de l'Afrique, qu'elle pouvait piller leurs matières premières, les laisser sans rien du tout et espérer que tout allait se passer comme ça tout le temps. Non. Nous avons les deuxièmes protagonistes, les Africains. Et dans les Africains, nous avons 2 types de personnes. Le premier type de personnes qui étaient de connivence avec la France, c'est souvent nos chefs d'État, c'est souvent la classe dirigeante qui, pour avoir des protections, était beaucoup plus avec la France. Et nous avons la deuxième classe de personnes, ce sont les jeunes qui en ont marre. Finalement, les jeunes qui n'ont pas connu les indépendances, les jeunes qui n'ont pas connu forcément la colonisation et qui voient une France paternaliste qui vient en Afrique leur dire quoi faire, qui parle à leur président sur un ton, je ne sais pas quoi, un ton enfantin et qui infantilise les gens. Donc, les jeunes qui voient ça et qui en ont marre et qui veulent se révolter et qui veulent que finalement la France puisse traiter avec leur pays d'égal à égal. Donc nous avons cette partie des Africains qui veut en découdre avec la France.
Et puis nous avons les Russes, très malins. Je pense que les russophiles risquent de me tomber dessus dans cette vidéo, mais ayons un esprit critique. Nous avons les Russes. Les Russes qui ont compris qu'il y avait une carte à jouer là. Il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait qu'ils viennent aussi poser leurs pions en Afrique. Est-ce qu'ils viennent en amis? Est-ce qu'ils viennent sans intérêt? Telle est la question. Je vous dis et je n'arrêterai jamais de le dire, les gars. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc si la Russie est là, forcément, elle a des intérêts. Donc nous avons assisté à cette vague de coups d'État et la question à se poser, mais c'est que fera la France? La France a trois options. La première option, c'est d'intervenir militairement. Parce qu'on est en train de dire que la France risque de perdre le Sahel. Le Sahel qui est une mine de ressources minières, qui est une mine de ressources pour la France. On parle du Niger avec l'uranium, on parle de l'or au Tchad, on parle d'autres matières premières, l'or, le diamant aussi, au Mali et plein d'autres choses. Donc si la France perd le Sahel aujourd'hui, la France est dans de sales beaux draps. La France perdrait donc le pouvoir qu'elle a sur les pays africains. La France perdrait aussi le franc CFA qui, disons-le nous, est imprimé en France et qui permet à la France aujourd'hui d'être là où elle est, clairement. Donc si la France perd le franc CFA, la France perd les pays africains qu'elle a colonisés en Afrique francophone, eh bien ce sera la fin de la France en quelque sorte. La France va dégringoler et elle sera en dessous de plusieurs autres pays. En tout cas, elle ne sera plus considérée comme une grande puissance mondiale comme elle est aujourd'hui. Donc la France joue son va-tout actuellement. Donc soit elle décide d'intervenir. Et pour intervenir, elle va forcément passer par la CEDEAO. On voit un peu la CEDEAO gesticuler aujourd'hui. La CEDEAO qui se dit, oui, il faut intervenir au Niger. Cette CEDEAO, franchement, on se pose la question de savoir à quoi elle sert, quoi. Donc, il faut intervenir au Niger, il faut faire ça. Est-ce que la CEDEAO aujourd'hui a les capacités d'intervenir au Niger? Parce que c'est un plan global. Ce n'est pas juste le Niger. Si la CEDEAO intervient au Niger, ça veut dire qu'il faut qu'elle intervienne au Burkina Faso, ça veut dire qu'il faut qu'elle intervienne au Mali, ça veut dire qu'il faut qu'elle intervienne peut-être aussi dans une moindre mesure en Guinée et qu'elle puisse intervenir dans les autres pays dans lesquels il risque d'avoir des soulèvements bientôt. Donc la CEDEAO est un peu bloquée. Et si la France intervient directement, elle aura beaucoup de soucis en quelque sorte parce que là on pourrait dire, bah voilà, elle est venue dans le Sahel pendant des années. Elle disait maîtriser les terroristes alors qu'il n'en était pas question. Elle créait plutôt des soucis pour pouvoir venir contrôler cette zone-là et pouvoir continuer à acheminer toutes les matières premières et tous les minéraux qui se trouvent dans cette zone. Donc une intervention militaire de la France, j'ai envie de dire que c'est un peu compliqué aujourd'hui. La deuxième option que la France a, et je suis désolé de faire cette vidéo comme ça parce que j'aurais aimé mettre des illustrations comme j'ai l'habitude de le faire, mais je suis un peu loin de mon équipe en ce moment, donc c'est un peu compliqué de le faire. Mais on va y arriver. L'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. La deuxième option de la France, c'est de tout simplement laisser faire. De se dire, voilà, on ne fait rien et on laisse les Africains prendre leur indépendance. Cette option est un peu moins plausible, franchement, parce que si la France fait ça, c'est la fin de tout. Parce que derrière, il y a d'autres personnes qui regardent avec appétit ce que la France détient et maîtrise en Afrique. Je vous l'avais dit dans plusieurs autres vidéos précédemment que celui qui dirigera l'Afrique dans les prochaines années sera celui qui dirigera le monde. Et je sais de quoi je parle. Et donc, si la France laisse faire, c'est-à-dire qu'elle perd le Sahel, et si elle perd le Sahel, par ricochet, elle va perdre le franc CFA, elle va perdre les pays de la zone francophone en Afrique. Et donc, du coup, ça va être beaucoup de problèmes pour la France derrière. Est-ce que la France est prête à faire ça? Je ne pense pas. La troisième option, c'est que la France négocie. Qu'elle se dise finalement, je vais négocier. Je vais d'abord négocier avec les Africains. Ok? Je vais voir comment je peux leur laisser un peu de liberté. On a vu avec le franc CFA, quand on se plaignait des réserves qu'il y avait du franc CFA en France, la France CFA essayait de baisser un peu le montant, ou la France CFA essayait tout simplement de baisser ce qu'elle reprenait de part sur le franc CFA. Donc 80%, après 60%, après 40%. Donc là, c'est que peut-être que la France négocie, qu'elle voit un peu comment elle peut donner un peu aux Africains. Mais pas qu'avec les Africains, parce que la France aussi doit négocier avec un géant, la Russie. La Russie qui se dit qu'il y a quelque chose à faire là, qu'il y a une carte à jouer. Et la Russie qui regarde avec appétit les pays africains. Disons-le nous clairement, aujourd'hui, les coups d'État sont possibles parce que ceux qui viennent au pouvoir actuellement, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, comptent un peu sur la protection de la Russie et comptent sur la Russie pour assurer la sécurité de leur pays et leur sécurité. Donc forcément, ça vient avec des contrats. Ok, les amis ne sont pas dupes. Les Russes ne viennent pas juste parce qu'ils nous aiment.
Oui, ils n'ont pas colonisé de pays, mais ils sont là aussi pour leurs intérêts. Parce que quand il y a un contrat de sécurité, quand un chef de gouvernement va signer un contrat pour que soit Wagner ou que soit la Russie vienne protéger ce pays, vienne assurer la sécurité, derrière il y a des contrats d'exploitation des matières premières. C'est toujours ça, les matières premières, le nerf de la guerre. Donc derrière, la France aussi doit négocier avec la Russie. Et la Russie qui finalement se dit une façon d'attaquer la France, c'est de pouvoir aussi maîtriser ses colonies, en quelque sorte ses colonies économiques. Et je pense que même le président Poutine l'avait dit auparavant, que s'il veut faire mal à la France, eh bien c'est d'attaquer un peu les pays africains. Pourquoi Poutine aurait intérêt à attaquer les pays africains dans un certain sens, ou à maîtriser les pays africains, ou à attaquer les intérêts de la France en Afrique? Bon, il y a l'Ukraine d'un autre côté. On sait qu'en Ukraine, il y a cette guerre des deux blocs occidental et soviétique, ou les BRICS, qui est en train de se jouer. Donc, si la Russie veut pouvoir récupérer l'Ukraine ou une partie de l'Ukraine, ou tout simplement sa suprématie en Ukraine, elle peut vouloir pousser la France à aller négocier avec les États-Unis, parce que ce n'est pas la France vraiment qui tire les ficelles, c'est surtout les États-Unis. Donc là, peut-être que la France va négocier avec la Russie pour voir comment elle peut être une forme de médiation avec les États-Unis pour que finalement l'Ukraine revienne à la Russie et que la France puisse récupérer finalement les pays qu'elle maîtrise en Afrique. Et ça, ce sera désastreux pour nous, parce que ça voudrait dire que la France reviendra en force. Et ça voudrait dire que peut-être que la France jouera son va-tout. Soit elle dit, elle prend le maximum et puis elle dégage. Ou bien elle se dit, bon, elle arrive à négocier quand même les pays africains et puis elle reste. En tout cas, l'avenir nous le dira, mais la France a le dos au mur. Et la France est dans de sales draps actuellement. Mais c'est une aubaine pour nous les Africains. Il faut qu'on en profite. Il faut qu'on profite de cette situation pour compter également. Et pour faire entendre notre voix. Maintenant, à qui profite tout ça? Normalement, on devrait se dire que tout ça devrait profiter aux Africains. Mais malheureusement, ce n'est pas trop le cas. Parce que, encore une fois, nous sommes en train de partir vers un autre joug. Oui, les russophiles, je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est mieux la Russie que la France. On ne sait pas. On ne sait pas, d'accord? Mais aujourd'hui, nous sommes en train de partir vers la Russie. Et forcément, avec tous ces contrats d'exploitation de nos gisements, de nos matières premières, parce qu'on n'a pas les connaissances pour les extraire, les matières premières. Aujourd'hui, est-ce que vous savez extraire du phosphate? Est-ce que vous savez extraire de l'uranium? L'uranium qui sert à alimenter les centrales nucléaires en France. Est-ce que déjà on a des centrales nucléaires en Afrique, à part l'Afrique du Sud peut-être? Donc, aujourd'hui, nous avons besoin de compter sur des partenaires pour travailler, ok, pour exploiter tous ces minéraux. Qui nous dit que la Russie viendra et va tout partager avec nous? Qui nous dit que la Russie viendra et que tout va se passer comme on le pense? Donc, franchement, je pense que le grand gagnant de tout ça, c'est la Russie. Parce que la Russie, là, aujourd'hui, elle est en train un peu de tester son pouvoir. Elle est en train de voir comment elle peut maîtriser une zone économique. Alors, je ne sais pas comment je peux le dire, mais colossale. Colossale. Et donc, pour la Russie, ce serait désormais le moyen d'avoir des minéraux pas trop cher, parce que les contrats vont le faire. Donc, la Russie donne la sécurité, elle promet la sécurité aux pays africains, et derrière, elle a des contrats pour maîtriser les gisements d'or, les gisements d'uranium, les gisements de phosphate et tout ça. Donc, pour moi, le plus grand gagnant, c'est la Russie. Et en dehors de la Russie, il y a aussi les BRICS. BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, et un peu moins l'Afrique du Sud, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, pour les BRICS, c'est un moyen de pouvoir aussi tester quelque chose de nouveau. Rappelons-nous, nous sommes dans une guerre entre deux pôles. Nous allons vers un monde multipolaire. Donc nous avons d'un côté le monde occidental et de l'autre côté les BRICS. Et les BRICS qui sont en train de penser depuis longtemps à instaurer une nouvelle monnaie qui va contrecarrer le dollar. Et quel est le lieu où ils peuvent tester cette monnaie? Les amis, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique francophone. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de dire s'ils arrivent à maîtriser le Sahel, qu'ils arrivent à maîtriser quelques autres pays de la francophonie en Afrique, j'ai envie de dire. Donc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, s'ils y arrivent, ensuite la République démocratique du Congo, j'ai envie de dire ce serait maintenant pour eux le moyen de se dire on va tester de nouvelles choses, on va voir comment on peut étendre notre pouvoir. La Chine vient avec tous ses projets de construction de routes et tout ça, et de l'autre côté, il y a la Russie qui vient avec la protection, la sécurité. Donc, ils vont se dire ce serait peut-être le moment de tester une nouvelle monnaie. Et il n'y a pas meilleur endroit que l'Afrique pour faire tout ça. Donc, c'est un peu le plan global qu'il y a derrière. Et nous devons nous poser du coup la question de savoir quelle est la suite, n'est-ce pas? Qui est le prochain pays? Quand on regarde le Sahel, qui part de la Mauritanie jusque
à l'Érythrée, en passant par le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Soudan et l'Érythrée. Donc du coup, on voit tout de suite que le Mali, il y a déjà eu un coup d'État. Le Burkina Faso, déjà un coup d'État. Le Soudan est déjà quasiment contrôlé par la France également. L'Érythrée, bon, ancienne colonie italienne, donc ça, c'est pas compliqué. Il ne reste plus que le Tchad, les amis. Donc, attendez-vous, dans les prochains jours, dans les prochains mois, qu'il y ait des soucis au Tchad. Forcément, il y aura beaucoup de pression sur le président tchadien actuel. Je me demande comment il va faire pour s'en sortir. Mais voilà, le prochain pays, malheureusement, risque d'être le Tchad. Donc, à tous les Tchadiens d'être sereins, d'être plutôt, comment je peux le dire, de faire attention, je le dirais, et de voir les choses venir de loin. Est-ce que il sera liquidé, le président actuel? Est-ce qu'il y aura des discussions? Est-ce qu'il va se détourner de la France pour se retourner vers la Russie? En tout cas, il va connaître beaucoup de pression et ce sera à lui de voir comment sortir son épingle du jeu de tout ça. Quid de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, qui sont deux maillons forts aussi de la France-Afrique en quelque sorte, disons-le nous. Que va-t-il se passer dans ces pays-là? On regarde aussi de près. Moi, en tout cas, en tant qu'Ivoirien, je regarde tout ça de près. Et je me dis, j'espère qu'il y aura une issue favorable à tout ça. Parce que l'objectif, ce n'est pas qu'ils commencent à se battre en Afrique. Parce que les premiers qui vont payer le prix, ce sont les populations. Nous, Africains, comment nous pouvons tirer notre épingle du jeu de tout ça? Et c'est ça qui est très important. C'est bien de vouloir avoir de nouveaux partenaires. C'est bien de voir la Russie en sauveur, en tout ce que nous voulons. Mais c'est le moment surtout de pouvoir bien négocier ou renégocier tous les contrats qui sont en train de se faire signer actuellement. Et j'espère que tous les présidents actuels de la zone sahélienne, dans laquelle il y a eu des coups d'État, renégocient très bien tout cela. Parce que c'est maintenant que nous allons récupérer notre pouvoir économique. Il ne serait pas intéressant qu'on quitte le joug occidental pour aller se mettre sur un autre joug, sous un autre joug. Il n'y a pas d'intérêt à cela. Donc c'est maintenant qu'il faut bien renégocier les contrats. Maintenant, est-ce que nos présidents sont en capacité de bien renégocier tout ça? Est-ce qu'ils ne sont pas en capacité, je dirais, mais est-ce qu'ils sont en position de bien négocier tout ça? Parce que quand tu vas voir quelqu'un que tu lui dis « aide-moi à faire ci, à faire ça », forcément, il est plus fort que toi au final, donc il va avoir plus d'avantages que toi. Bref, on va suivre tout ça à la loupe et j'espère qu'il y aura une issue favorable pour les Africains. Il nous faut regarder tout ça avec de grandes lunettes et en y mettant le minimum d'émotions possible. Parce que si on se laisse envahir par les émotions, les amis, on va encore aller se mettre dans d'autres problèmes que nous ne maîtrisons peut-être pas. Que pensez-vous de toute cette situation? Que pensez-vous de cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Et puis on se retrouve dans d'autres vidéos pour parler soit des soucis actuels que nous rencontrons ou soit de d'autres problèmes ou de business. Merci les gars, à bientôt.